Bienvenue sur Serendipity, le podcast qui parle de désir d'enfant et qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Je suis Mélanie, naturopathe spécialisée en fertilité et j'accompagne les femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant à reprendre les rênes de leur fertilité afin d'augmenter leurs chances de concevoir. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, remettre de la conscience dans nos vies et renaître. Je vous donne rendez-vous le 1er et le 15 de chaque mois pour découvrir le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères, mais aussi des interviews de professionnels inspirants qui partagent leur approche de la fertilité et leurs méthodes pour vous accompagner sur ce chemin. Agathe rencontre son chéri à 21 ans et ils parlent très vite de leur projet de vie. Malgré tout, ils prennent leur temps et terminent leurs études avant de se marier, et c'est à l'aube de leurs 30 ans qu'ils se sentent enfin prêts à fonder leur famille. Un mauvais diagnostic d'adolescence pousse Agathe à consulter son gynécologue dès les premiers mois d'essai. Celui-ci ne relève rien d'inquiétant, et pourtant Agathe a un mauvais pressentiment. Et c'est en relisant ses examens médicaux qu'elle relève son taux d'AMH qui lui semble un peu bas pour son âge. Son gynécologue lui prescrit alors des examens complémentaires et le verdict tombe. Agathe souffre d'une insuffisance ovarienne précoce. Et pourtant, quelques semaines plus tard, elle découvre qu'un petit bonheur s'est invité dans leur vie. Elle est enceinte. Et d'abord sur un petit nuage, Agathe vit sa fausse couche 4 semaines plus tard comme une véritable tempête. Ils entament un parcours PMA à Bordeaux et ils enchaînent les déceptions. Entre le spermogramme alarmant de son mari, les ponctions ratées car elle a ovulé plus tôt que prévu, un cumul ovocytaire éprouvant et infructueux, et un médecin immunologue grossophobe, Agathe entame une véritable descente aux enfers. Et lorsque quelques mois plus tard sa petite sœur lui apprend qu'elle est enceinte, la vie l'achève d'un seul coup et elle envisage le pire. Et c'est à ce moment-là qu'elle a un déclic. Elle comprend qu'elle est seule responsable de son bonheur et qu'elle doit décider d'aller mieux. C'est un cheminement long, mais lorsqu'elle aborde leur dernière FIV, avant de recourir à un don d'ovocytes, Agathe sait au plus profond d'elle-même que celle-ci sera différente. Le témoignage d'Agathe m'a beaucoup émue, je vous avoue avoir pleuré pas mal de fois derrière mon micro. Dans cet épisode, elle vous transmet toute sa force intérieure, la force de croire en soi et la conviction qu'il ne faut jamais rien lâcher. Je vous laisse avec le magnifique récit d'une femme passionnée. Bonjour Agathe, je suis ravie de te recevoir dans le podcast, j'espère que tu vas bien et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Salut Mélanie, avec plaisir, voilà, je m'appelle Agathe, j'ai 37 ans, demain, pour être exact, ce podcast c'est un peu mon cadeau d'anniversaire. C'est chouette. Ouais, c'est vraiment chouette, je suis contente, c'est un joli cadeau pour moi. Je suis de formation neuropsychologue, mais c'est pas ce que j'exerce aujourd'hui. Mais ça viendra plus tard, je vous l'expliquerai. J'ai une petite fille que j'ai eue après quelques années de galère avec mon mari, qui s'appelle Nicolas. Nicolas, en fait, c'est l'homme de ma vie. Je l'ai rencontré, j'avais 21 ans. On n'était pas censé se rencontrer à ce moment-là. Je devais pas aller là où je devais aller. Il n'était pas invité là où il est venu. Et en fait, on s'est rencontrés vraiment par hasard à l'anniversaire d'une amie. Moi, je voulais pas y aller, c'était loin. Et il y avait pas mal de routes. J'étais pas très bien à ce moment-là dans ma tête. Et puis, j'ai ma sœur qui m'a dit: «Allez, vas-y, on sait jamais, tu pourrais t'éclater». Et j'ai jamais regretté parce que je l'ai rencontré ce soir-là et on s'est jamais quitté. Voilà, on s'est jamais quitté. On avait 21 ans tous les deux et aujourd'hui, ça va faire donc bientôt 16 ans qu'on est ensemble. On a commencé à habiter ensemble. Ça a pas été si rapide que ça. Je le dis rapidement, mais ça n'a pas été si rapide que ça. On a attendu un peu et au bout de 8 ans, on s'est mariés. Et puis, on est assez traditionnel avec mon mari, tous les deux. On a un peu les mêmes envies. Faut savoir que déjà, quand on s'est rencontrés, 3 jours ou peut-être une semaine après qu'on se soit rencontrés, on a passé une soirée. Pour moi, c'est quelque chose de très mémorable dans notre relation. On a passé une soirée entière, nuit blanche, dans sa voiture devant chez moi, à discuter de ce qu'on voulait dans nos vies, en fait. Ça faisait 4 jours qu'on se connaissait. Et en fait, on a été hyper honnêtes
et on a tout de suite dit, bah nous, on veut, enfin, moi je disais, moi je veux me marier, je voudrais 4 enfants. Voilà, tout ce dont on avait envie à ce moment-là pour nos vies. Et il me disait, bah moi je veux me marier, je veux 2 enfants. Ah Mm. non, 2, c'est pas assez. Et tout ça alors que bah, ça faisait 4 jours, on savait pas du tout si ça allait être l'un et l'autre qui serait notre, enfin le papa de ces enfants-là et la maman de ces enfants-là. Mais voilà, ça a tracé et quelques jours plus tard, je crois que ça faisait 2 semaines qu'on était ensemble, j'ai dit à ma sœur, lui, si tout va bien, si pas trop d'obstacles se mettent dans notre chemin, c'est l'homme de ma vie. Waouh. Donc ça a été assez rapide au niveau de la construction de nos sentiments. Ouais. Mais après, on a pris notre temps parce qu'on voilà, on est plutôt traditionnel. On souhaitait finir nos études, travailler un petit peu et ensuite se marier. Et une fois qu'on serait marié, avoir des enfants. Donc le cheminement classique, quoi. Voilà, Ouais. on est classique. Donc c'est ce qu'on a fait. On D'accord. a fini nos études. On a un peu travaillé, puis on a organisé notre mariage. Voilà, on s'était dit, après le mariage, on y va, on essaye de faire un bébé, parce qu'on avait quand même. Moi, j'avais toujours voulu avoir un bébé avant 30 ans, parce que ma maman m'a eu à 31 et je trouvais qu'il y avait un gap énorme. Et bah, mine de rien, j'avais 29 ans quand on s'est mariés, donc la fenêtre était réduite. Autant te dire que j'ai loupé hein, la C'est sûr. fenêtre. Donc du coup, ben, en 2013, on a commencé, fin 2013, on a commencé à se dire, bon, ben, on y va. Il faut savoir qu'en fait, moi, j'ai un parcours gynécologique un peu étrange. À 18 ans, j'ai fait alors je sais pas si c'était un frottis, j'étais pas assez calée à l'époque, mais j'ai fait un examen gynécologique et la laborantine m'a dit, ah madame, vous avez eu des chlamydia, mais vous avez dû prendre des antibiotiques à ce moment-là. Et donc, du coup, ben, ça s'est résolu tout seul. Mais vous avez eu des chlamydia. Donc, D'accord. moi, à l'époque, je m'étais quand même un peu renseignée sur ce qu'étaient les chlamydia. Et depuis l'âge de 18 ans, du coup, j'avais demandé à différents gynécologues de me prescrire des examens pour vérifier si les chlamydia avaient entaché ma fertilité, en fait. Ouais. Et à chaque gynécologue que je voyais, on me disait non, 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 on attend que vous vouliez des enfants. Non, 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 on attend que vous vouliez des enfants. Donc pendant quasiment 12 ans, bah pas quasiment, pendant 12 ans, je me suis posé la question de savoir si oui ou non je pourrais avoir des enfants en fait. Ah ouais. Parce que personne n'avait voulu bah, vérifier en fait avant ça C'est pour que fou. je puisse me construire aussi là-dessus. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup choqué, beaucoup marqué et comme si tu veux moi j'ai pris de l'assurance, de la confiance en moi plus tard dans ma vie. Ouais. Ben à l'époque j'avais pas assez d'assurance pour dire bah si, je le souhaite Ouais. s'il vous Mm. plaît, Ouais, ouais, c'est j'en ai clair. besoin. Et du coup, en 2014, après quelques mois d'essai, bon, c'était pas des vrais essais, tu sais, c'est les essais du début où tu te dis, bon, bah, ça viendra quand ça viendra. Oui, oui. Que tu es naïve et innocente. Voilà, c'est ça, celui qui, voilà, tu dis, ah, mais non, mais nous sommes amoureux, ça va marcher. Et ben, du coup, du coup, bah, au mois de janvier ou février, mais je me souviendrai toujours du rendez-vous. Je suis allée au bout de ma rue, le premier gynécologue, parce qu'on arrivait tout juste à Bordeaux, en fait. Voilà, on était à Paris avant à Marseille, et en fait, on arrivait à Bordeaux, et à Bordeaux, j'ouvre la porte de ce gynécologue que je n'avais jamais vu, hein, qui était juste au bout de ma rue, mais c'était juste qu'il était à côté de chez moi. Et je dis, bon, bah voilà, ça fait 12 ans qu'on me dit qu'il faut que j'attende de vouloir des enfants pour faire les examens. Bah maintenant, je veux faire les examens, s'il vous plaît. Ouais. Il n'a pas eu le choix. Ouais, bah ouais, Je clairement. suis ressortie avec ma batterie de test. Et en fait, du coup, j'ai eu ma batterie de test hyper tôt par rapport à d'autres femmes qui galèrent pour avoir une batterie de test et on leur dit non, il faut attendre un an pour avoir. Moi, j'ai eu la totale. Ça faisait 4 mois qu'on essayait vraiment, quoi. Trois, D'accord. 4 mois qu'on essayait vraiment. Donc, hyper rapidement. Mais bon, Oui, ça faisait en 12 même ans que temps, j'attendais de savoir, donc je me dis bon. c'est ça. Du coup, on fait les examens. S'il se révèle que je n'ai jamais eu les chlamydia. Je n'ai Non. aucune trace de chlamydia. Si, si. Oh Donc du coup, je ne merde. sais pas d'où est sortie cette laborantine pour me dire ça. Mais en fait, pendant 12 ans, j'aurais pu éviter de me poser la question. Oh, bah ouais, Mais clairement. bon, il a lit mes examens et il me dit bah non, tout va bien, tout va bien. Et Nico de son côté devait faire aussi un test et on avait dit bah ok Nico t'attends 6 mois parce que bon pour toi il n'y a pas eu d'inquiétude donc on t'attend 6 mois. Ouais. Donc il y a que moi, il vérifie que mes tests. Puis moi je lis mes tests quand même parce qu'il faut savoir que moi quand j'ai un problème je fouille jusqu'au bout. Ouais. Donc du coup là je me lance dans l'interprétation des résultats. Et ça j'ai fait ça très longtemps pendant mon parcours. J'ai arrêté au bout d'un moment Ouais. par rapport à mon parcours intérieur.
Mais pendant très longtemps, j'ai vraiment regardé, interprété tous mes résultats avant même que le médecin, et en général de façon très juste, mais voilà, j'avais besoin de ça pour me rassurer. Et je rentre à la maison, je dis quand même, je suis pas d'accord, hein, je suis pas d'accord, il y a quelque chose qui va pas. Je Ouais. réépluche mes résultats et moi je me dis, l'AMH ça va pas quoi. Je dis bon, il m'a rien dit. Sauf que 6 mois plus tard, on a rendez-vous pour Nico qui a fait son thermogramme, puisque évidemment 6 mois après il y avait toujours rien. Ouais. Hein. On était toujours à zéro, pas une accroche, rien du tout. Et donc du coup, mon mari fait son examen, il l'interprète et il dit tout va bien quoi. Il dit en fait, tout va bien, surtout, monsieur, vous avez un nombre de spermatozoïdes, c'est hallucinant. Impressionnant. Il avait un nombre, waouh, il y en avait partout, quoi. Donc du coup, effectivement, non mais je te jure, il m'a dit, non mais c'est vrai que le volume était assez important. Et il dit, la seule D'accord. chose que ça peut engendrer, c'est qu'effectivement, ils sont peut-être un peu trop nombreux, donc ils se rendent peut-être un peu tous dedans, quoi. En gros, Ouais, c'était ça. d'accord, OK. Donc moi je me dis OK, bon on galère un peu parce que ils sont un peu trop nombreux quoi, puisqu'il m'a dit que tout allait bien. Puis à Ouais. la fin du rendez-vous, je dis mais par contre voilà moi pour moi j'ai quand même un questionnement, cette donnée là, je lui montre l'AMH, je dis y a pas un problème? Et donc je lui montre et il me dit je l'ai pas vu ça. Et il regarde ses examens, en fait il avait loupé la page. C'est intéressant. Donc du coup, en fait, là, l'élément chez moi qui posait problème, il l'avait pas vu, en fait. Donc D'accord. du coup, il regarde, il fait ah oui, effectivement. Il me dit bon du coup, je vais vous en redonner une affaire. Donc 6 mois plus tard, il me fait refaire l'AMH. L'AMH revient et là, l'AMH était déjà descendue à 0,92 D'accord. en 6 mois. Ouais. Et là, il me dit ok, bon, c'est pas terrible, terrible. Il commence à me dire bon ce serait peut-être bien d'aller voir quelqu'un qui peut vous suivre à ce niveau-là, un gynécologue tout simple de ville, hein, j'entends, pas en PMA directement. Du coup, je vais voir un premier gynécologue qui, quand me voit arriver avec mes examens, me dit bon ok, on va vérifier ce qu'on appelle le compte Le comptage CFA. des Moi j'ai que follicules le en trop, ouais. voilà, merci. Le comptage des follicules en trop. Et puis, elle me fait le CFA et en fait, je me retrouve, au lieu d'avoir 10 de chaque côté au niveau des follicules, j'en ai 5 de chaque côté. Donc, elle me dit, ouais, clairement, bon, voilà, je peux vous poser un diagnostic, madame. Ok, vos hormones, ça va. Ouais. Par contre, vous êtes en IOP, donc insuffisance ovarienne précoce. Ouais, OK. Donc là, le verdict tombe. Autant te dire que je me souviens encore de mon trajet retour jusqu'à la maison. Ouais, j'imagine. Je me souviens, j'étais seule dans ma voiture avec ma meilleure amie au téléphone et je pleurais, je pleurais, je pleurais parce que pour moi c'était la fin quoi, j'allais Bah pas ouais. pouvoir avoir d'enfant. Mmh. Et un bonheur se produit à ce moment-là. En fait, quelques semaines plus tard, je découvre que je suis enceinte. Mmh. Et enceinte, je fais un premier test de grossesse qui est très faible, mais à l'époque je suis pas encore très calée. Hein. Ouais. À l'époque, je fais ma prise de sang et je ressors à 19. Moi, c'est la joie Bah ouais, totale quoi. forcément. Sauf que 19, quand tu as un peu d'expérience, tu sais que 19, Tu c'est t'emballes ok, moins. c'est oui, mais tu t'emballes moins, quoi. Voilà. Et là, moi, c'est bon, je suis enceinte, c'est génial. Et effectivement, je refais moi. Par contre, on me dit, les médecins me disent, oui, vous êtes enceinte, mais bon, c'est pas ouf, ouf, quoi. Et là, je suis en colère contre eux. Je dis, mais comment ils peuvent dire ça? Je suis enceinte, c'est pas possible. Voilà, c'est bien écrit, 19, c'est au-dessus de 5, au-dessus de 5, on est enceinte. Bah Bon, c'est vrai, c'est c'est bon. vrai. Après, j'avais besoin, hein, j'avais besoin de ça, c'est normal, c'est vrai en même temps. Hein. Mais du coup, voilà, je mesure pas ma joie Ouais. et c'est pas plus mal. Hein, au moins, je l'ai Oui, c'est ce que vécu à j'allais dire. 100%. Et puis, du coup, je vis le truc et on me demande de refaire une prise de sang. Je refais une prise de sang et c'est vrai que avec le recul, quand je regarde les prises de sang, je me dis ça montait pas correctement, quoi, Ouais. clairement. Mmh. Mais j'y crois. À l'époque, je me suis pas encore assez penchée sur le sujet. J'y crois. Et puis, au bout de 4 semaines, je commence à avoir des saignements rouges. Alors forcément, je m'inquiète, je vais chez le gynéco. Il me dit, je peux pas voir grand-chose sur place. On va voir si je trouve le cœur. Et du coup, il met la sonde et alors là, le plus beau bruit du monde, il entend le cœur. Waouh. Donc je me dis, c'est merveilleux, c'est bien. Enfin, il est là, quoi. Je suis vraiment enceinte. Mmh. Mais il me dit, on se calme, on fait pas grand chose parce que forcément je saigne, hein, donc Bah c'est oui. pas c'est pas bon signe. Donc il me fait aussi faire des piqûres intramusculaires de progestérone D'accord. et on y croit. Et la veille de Noël, j'ai un gros saignement. Je suis à Marseille et je dis à mon mari, on va aux urgences quoi. Il y a Mmh. quelque chose qui va pas, je le sens pas. Et là je vais aux urgences. Tu vois, j'ai des frissons. Ouais. Pardon. Ah, je pensais pas. On va aux urgences et on me reçoit vite. On m'allonge, on me prend
On me met l'échographie et j'entends et je vois le médecin tourner le bouton pour mettre le son. Et là, c'est le calme plat. Mm. Et, euh, et en fait, il est parti, le cœur s'est arrêté. Et là, c'est un déchirement, mais je pensais pas réagir comme ça en en parlant. Mm. Pourtant, j'en parle facilement, hein, mais là, voilà, c'est plus intimiste, probablement. Ouais. Mais du coup, voilà, le cœur s'est arrêté. Et la personne me dit, mais le médecin me dit, mais quand vous avez vu, enfin, la dernière fois que vous avez fait votre écho, il y avait le cœur. Je dis oui. Et il me dit, il faisait quelle taille? Donc je lui dis, donne la taille, 11 millimètres. Il me dit, bah là, il fait 9. Donc en fait, il s'est arrêté tout de suite après l'écho, quasiment. Ouais. Et pendant 2 semaines, en fait, il était en moi et il était déjà plus là. Mm. Et ça, c'est la veille de Noël. Donc tu imagines Ouais. que voilà, les fêtes de Noël ont été difficiles Mm. parce que en plus je savais pas quoi faire. On m'a proposé plusieurs solutions. Celles qui sont passées par là le savent. On te demande si tu veux attendre et l'évacuer toute seule, Ouais. ou Mm. si tu veux prendre un cachet, ou si tu veux faire un curetage. Et on te dit, ben si dans quelques semaines c'est pas bon, on fera un curetage. Ouais. Et puis ben moi je décide de rien prendre, d'abord de le laisser partir naturellement, sauf qu'au bout de 24 heures, on se dit bon, c'est peut-être pas bien non plus qu'un embryon reste alors qu'il ne vit plus dans mon ventre. Et en fait, je finis par prendre la décision de prendre du cytotec. Alors la pire décision de ma vie concernant cet événement, Ouais. parce que c'est juste horrible. En fait, c'est d'une douleur, c'est insupportable. Ah ouais. Tu vois, c'est encore hyper présent chez moi, mais ça s'apparente aux contractions avec rien au bout en fait. Ouais. Et Mm. j'ai évacué mon embryon, je l'ai eu dans la main. Mm. Voilà. Ouais. Donc j'ai pu lui dire au revoir entre autres. Mm. Et voilà. J'ai dit au revoir à mon embryon, je lui ai dit au revoir, on lui a donné un nom mixte. Ouais. Pour nous c'était notre premier bébé quoi, parce Bah que oui. même s'il est pas ça a été c'est notre premier petit ange. Ouais. Donc il ou elle s'appelle Louane comme la lumière. Waouh. Mm. Et voilà, pardon, je suis désolée, je suis hyper émotionnelle Bah sur ce sujet, je t'excuses pensais pas. vraiment pas. T'excuses pas. Et puis voilà, donc ça c'est dans les jours entre Noël et le Nouvel An, puis arrive le Nouvel An, et là je pense qu'en fait enfin c'est pas je pense, c'est jusqu'au Nouvel An 2018-2019. Pour moi le Nouvel An a juste été une horreur. Ouais. Ça a toujours été une horreur parce que ce premier Nouvel An, il est resté gravé en moi. Bah oui. Et en fait j'ai compris après tous les Nouvel An que j'ai vécu après étaient pourquoi ils étaient si douloureux et Mm. pourquoi tous les ans je me dis c'est déjà qu'à la base le Nouvel An c'est pas quelque chose d'énorme pour moi, mais Mm. Mm. là encore moins. Bah oui, forcément. Voilà, ça c'est une partie de mon parcours. Et puis à partir de là, les problèmes ont commencé. En fait, c'est là où les éléments ont commencé à vraiment montrer, mon corps a vraiment commencé à montrer de la faiblesse en termes de fécondité. D'accord. J'ai commencé à avoir des petits kystes enfin plein de petits kystes dans les ovaires qui bloquaient mon ovulation. Donc j'avais mes règles tous les 15 jours. C'était insupportable pendant 4 mois, ça a été comme ça. Ouais. Puis au bout de 6 mois après la fausse couche, je suis retournée voir ce médecin qui m'avait dit OK, qui m'avait dit que j'étais en IOP. Et là, elle m'a dit voilà, vous avez deux solutions au vu de votre situation actuelle. Soit vous allez à Pellegrin, soit vous allez à Jean Villard, qui sont les deux centres de PMA de Bordeaux. À cette époque-là, tu t'étais déjà renseigné sur la PMA, tu te doutais en fait que tu devrais passer par là. Comment tu vivais ça? Alors, à l'époque, je m'étais pas forcément beaucoup renseignée. J'avais regardé ce que c'était la PMA, ce qui existait, ce qui pouvait être fait dans mon cas. Mm. Qu'est-ce qui serait judicieux. Donc je suis arrivée un peu préparée à Jean Villard, mais j'avais pas creusé. Et puis je suis arrivée à Jean Villard, et là par contre je me suis mise à creuser. Donc c'est mon premier rendez-vous PMA, et là on demande à Nicolas de faire un spermogramme, on regarde mon compte enfin mes examens, et mon médecin qui est juste une perle. Et du coup elle me dit bah écoutez, au vu du spermogramme de votre mari, si ça reste comme ça, on commence par des inséminations. Ok. Et puis, donc, mon mari a fait son spermogramme. Et là, mais c'est la douche froide. Mon mari, en un an, a perdu 80% de sa capacité de reproduction. Merde. Sans aucune explication. On passe de quelqu'un où on disait, oulala, mais il y en a peut-être un petit peu trop, c'est peut-être pour ça, il se trompe dedans, à on les cherche. Ah ouais. C'est-à-dire que là, d'un coup, une deuxième fois, je perds tous mes espoirs, quoi. Ah, ouais. Et là, du coup, mon médecin nous regarde et nous dit, bah, écoutez, on va refaire un spermogramme Ouais. parce que ça peut arriver si vous Ouais. avez été malade, vous avez pris des anti-inflammatoires. Bon, on en refait un dans 3 mois et on voit Mm, mm. ce que ça donne, en fait, si c'est toujours la même chose. Puis elle nous dit aussi, ben, si c'est pas la même chose, faudra se diriger vers une FIV. Ouais.
et probablement une FIV-ICSI. Donc en fait, on est passé de l'insémination artificielle à Ouais. directement la méthode la plus invasive en fait. Ouais. Donc vraiment, on sort de là, on n'est pas bien. Ouais, bah oui. 3 mois plus tard, on croise les doigts à fond, mais le croiser les doigts n'a servi à rien puisque mon mari n'a jamais récupéré sa capacité de reproduction. On a tout épluché, hein. Franchement, on a épluché notre dernière année en long, en large et en travers. Du coup, on comprenait vraiment pas Ouais. pourquoi. On est allé voir plein de gens, on a fait de la micronutrition. Et donc, du coup, on fait tout ça. Puis Nico, par contre, élimine le gluten. Lui, ça lui change la vie, vraiment, en dehors de la fertilité, ça lui change la vie. Et bon, nous, on est toujours dans notre truc. On fait tout ce qu'il y a à faire, mais rien ne s'améliore. Nico, il refait un spermogramme, toujours rien. Et du coup, on part sur la FIV-ICSI, quoi. Ok. Il se passe 1 an, en fait, entre les deux, hein. Bah ouais, forcément. On fait les examens et on y va. Mois d'octobre, on lance la FIV-ICSI. Donc du coup, je fais mes injections. Je vis les choses, en fait, je les subis. Voilà, Ouais. pour te dire comment est-ce que je vis les choses à l'époque. Je subis ce qui se passe. Ouais. Donc je fais mes injections, on fait les examens les matins de tous les 2 jours, tous les 3 jours. Mes follicules grossissent, mais pas ouf. Je me dis, ok, ça va marcher, on en a quelques-uns. Mon médecin me dit, ok, on y va, on passe au bloc. Et au bloc, je le sens, j'arrive au bloc, c'est très étrange, mais je suis allongée c'est un couloir dans lequel ils mettent tous les lits avant de passer au Ouais. bloc. Et je suis allongée là, et je sens qu'en fait le temps passe et que ça va foirer. Je Ah le ouais. sens. Je sens qu'en fait j'ovule. En fait, Ah c'est très ouais. étrange. Ah d'accord. Ah ouais. Mais en fait, j'ai jamais senti mon ovulation. Ouais, C'est ouais. intérieurement. Ouais, ouais. Mon ressenti, je sens que c'est trop tard en fait. Je sens que Ouais. je vais arriver au bloc et que ce sera passé. Eh ben ça loupe pas. Mélanie, je te jure, j'arrive au bloc, moi il m'endorme, machin, etc. J'attends les résultats parce que je ressors du bloc, je suis réveillée, mais anesthésie générale, t'as, je sais pas, 4 ou 5 heures d'attente à chaque fois. Ouais. Un des médecins du cabinet arrive et me dit, bon voilà, je viens vous voir parce que vous avez ovulé en avance et du coup, on n'a rien. On en a un. Et je me dis, cette sensation que j'ai eue à l'intérieur, c'est quand même incroyable. Ouais. Je savais que j'avais ovulé, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Là, évidemment, à nouveau, c'est l'effondrement. Mon mari est dans une colère, mais une colère en disant, mais vous auriez pas pu faire une écho avant pour vérifier que elle avait pas ovulé, etc. Vraiment, la colère. On est rentré, moi, je pleurais, parce qu'en fait, t'as fait tout ça pour rien, en fait. Mais ouais, clairement. T'as fait tout ça pour rien. C'est-à-dire que du coup, effondrement, je suis au bout de ma vie. Et là, c'est le début en fait de ce parcours qui, émotionnellement, en fait, va se diviser en 2 parties. Une partie où je subis, comme je te disais tout à l'heure, mais vraiment, je subis tout ce qui se passe. Et une partie où en fait, je subis plus. Je me dis que ça fait partie de ma vie. Ouais. Et en fait, avec le recul, je vois 2 personnes dans ce parcours-là. Et c'est ça qui a fait que aujourd'hui, je considère que mon parcours, je voudrais pas revenir en arrière. Même si j'ai souffert, même si ça a été pour moi 6 ans vraiment douloureux, aujourd'hui, j'en sors tellement grandi Mm. que je ne voudrais pas que ça se passe autrement en fait. Aujourd'hui, dans cette première partie de parcours, je fais cette première tentative où j'ovule. On s'arrange avec mon médecin qui dit ok, vous ovulez en avance, vous ne mettez pas 36 heures pour ovuler, mais Ouais. peut-être 34. Ouais. Donc déjà, on va vous faire passer En toujours en priorité. premier Mm. et on va faire une écho avant pour vérifier que c'est bon, vous n'avez pas ovulé. Bah Et ouais. ça se passe comme ça sur toutes mes autres filles. Ok. On retente, comme en fait, si tu veux, il n'y a pas eu de progestérone, que du coup mes règles reviennent plus tôt parce que du Bah oui. coup, tu as un cycle chimique. On repart direct sur une deuxième FIV. Je fais le traitement, j'ai des ovocytes qui grandissent, des follicules qui grandissent, pardon. Je fais la ponction et là, on les en ponctionne Mhm. 5. Parce que tu auras compris que le seul qu'ils avaient ponctionné avant, il a jamais Oui. grandi, hein, il a jamais pu être fécondé, Ouais. hein. Ils sont injectés pour Ouais. la FIV-ICSI. Et il y en a 2 qui sont pas ouf, Mm. mais qui sont là. Ouais. Donc on me les implante, les 2. On nous demande évidemment si on en veut un ou 2. Bon, au vu de ma problématique, on se dit que 2. Allons-y, parce que il y a toutes les chances pour qu'ils soient pas de bonne qualité. Ouais. À cette époque-là, on ne met que des J3. C'est la politique Ouais. Du de Jean centre. Villard. Et donc, du coup, on me met que des J3. Sauf que, j'ai beaucoup de stress à ce moment-là. Comme je sais qu'il y en a 3 qui n'ont pas survécu pour moi, émotionnellement, en fait, je me dis pourquoi les 2 qui seraient dans mon ventre grandiraient, en fait. Ouais. Et du coup, j'ai un stress pendant ces 15 jours. On sait toutes que ces 15 jours, c'est juste des Ouais. 15 Le jours pire. horribles, hein. C'est clair. Parce que tu passes... Ah oui, de tout le parcours, je pense que c'est le moment le pire, en fait. Mm. Tu passes par toutes les émotions, par l'espoir, le désespoir,
la colère parce que tu te dis j'aimerais en savoir plus et puis l'impatience Mm. et en fait t'as l'impression que ton corps te suit même plus, que ton cœur te suit même plus, ta tête te suit même plus. Enfin c'est Mm. et on passe ces 15 jours et les 15 jours passent et j'ai mes règles. Et là, je revois, bon, évidemment, c'est la descente, hein, comme toujours, après un échec. Mm. Mais après le rendez-vous avec mon médecin, il faut savoir que moi j'ai une maladie auto-immune D'accord. qui touche ma peau, D'accord. qui fait que en fait mes cellules s'entretuent au niveau de mon épiderme. Du Ouais. coup, ça me fait des taches. Mm. Et mon médecin me dit, ma gynéco à Jean Villard me dit, bah écoutez, il faut peut-être qu'on aille chercher un peu de ce côté-là. Mm. Peut-être qu'en fait, vous avez un système immunitaire qui n'accepte pas Ouais. Qui est et trop fort, ouais. Mm. voilà, qui est trop fort. Donc j'ai rendez-vous avec un médecin dans un hôpital, un grand spécialiste, un grand ponte que je ne conseillerais à personne. En fait, si tu veux, je suis pas la seule qui a eu cette expérience-là. C'est pour moi quelqu'un qui ne prend pas en compte son patient, en fait. Il faut savoir que moi, je suis en Ouais. surpoids, voire même pour les standards médicaux, je suis obèse. Mhm. Donc ça a toujours été une problématique aussi pour la PMA, puisque j'ai toujours dû perdre du poids pour pouvoir passer en FIV. Ouais. Donc c'est un combat que j'ai toujours mené. Et en fait, ben moi c'est le combat de ma vie quoi. Donc enfin c'était le combat de ma vie pardon. Et donc du coup j'arrive chez ce mec. Je suis quand même au fond du trou. Hein, c'est-à-dire que ça Bah fait ouais. déjà 2 tentatives d'échec. Je me dis que peut-être il va pouvoir m'apporter des réponses. Et j'arrive à l'hôpital. Il ouvre même pas mon dossier. Quand je dis qu'il ouvre même pas, c'est qu'il ne l'ouvre ni physiquement ni informatiquement. D'accord, ok. Mm. Il n'ouvre pas mon dossier, il me regarde et il me dit madame, de toute façon, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, je peux déjà vous dire que vous n'avez rien au niveau immunitaire. Si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, c'est parce que vous êtes trop grosse. Non. C'est à cause de votre poids. Il n'avait pas ouvert mon Non dossier. mais la violence. Et là, pour moi, c'est juste un coup de poignard. C'est-à-dire que moi, en fait, je commence ma descente aux enfers depuis quelques semaines parce que j'ai vraiment traversé une période de ma vie. Ça a été quand je dis qu'il y a eu 2 personnes dans ce parcours, c'est vraiment une vérité parce que j'ai eu une descente aux enfers, une réelle descente aux enfers. Ouais. Et donc cet homme vient juste m'asséner le dernier coup qui va me faire couler en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on me dit que si je peux pas avoir d'enfant, c'est de ma faute en fait. Ouais. Mm. C'est de ma faute parce que je suis trop grosse, mais ce poids en fait, je le porte depuis toujours Mm. en fait. C'est un poids au sens propre comme au sens figuré. Mm. C'est pour moi, c'est une grande douleur ce poids parce qu'on m'a toujours fait penser que c'était une douleur, que c'était un mal en fait, Ouais. que j'étais pas une bonne personne parce que j'étais trop grosse. Et Mm. ça, heureusement pas ma famille, pas mes parents et mes sœurs, mais ma famille plus élargie, oui. Ouais. Ma famille plus élargie m'a souvent fait sentir sentir ou m'a dit que c'était une vraie problématique et en fait je me bats à l'époque je me bats contre ce poids et en fait moi quand je descends aux enfers je prends du poids. Donc en fait, Mm. quand tu me descends un peu plus aux enfers, tu n'améliores rien. Bah oui. Et donc il me dit, je vais vous donner les coordonnées de quelqu'un pour avoir recours à de la chirurgie parce que avec là où vous en êtes, ça n'est pas possible autrement en fait. Oh là 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 là, mon Dieu. C'est-à-dire que ce rendez-vous, autant te dire que c'est juste l'antichambre de l'enfer, ce Ah ouais, rendez-vous. non mais... Ouais. J'ai mon mari avec moi, et mon mari avec moi qui ne veut qu'une chose, c'est un enfant, se dit, bah, c'est peut-être la solution, quoi. Oh là là. C'est peut-être la solution. Il ne veut pas qu'une chose d'un enfant, mais il se dit que Non mais peut-être. je Sauf que comprends. se faire opérer, d'abord, c'est une décision personnelle. Ouais. On se fait pas opérer pour. Enfin, attention, c'est mon avis, hein, mais on ne se fait pas opérer pour avoir un enfant. On se fait opérer parce que au niveau santé, on en a besoin. Et moi, je ne le ressens pas au niveau santé à ce Oui. moment-là. Et Mm. d'ailleurs, je le ressens toujours pas aujourd'hui. Et donc, je suis dans ce rendez-vous-là. Et là, en fait, tout est en train de s'écrouler à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'encore plus, en fait, t'as l'impression, à chaque fois, je pense que je suis pas la première à te le dire, mais à chaque fois, tu penses que t'es au bout, t'es Ouais. au fond, mais en Mm. fait, non. Le trou est plus profond que ça, en Ouais. fait. Et il finit par regarder mon dossier, et puis il regarde, il fait, ah, oui, peut-être, effectivement, il y a peut-être quelque chose. Ok, donc en fait, tu m'as juste fait vivre l'enfer Oh pour là me là. dire qu'en fait, peut-être il y avait quelque chose. Quel odieux Il me dit, bon, personnage. je fais pas confiance à oh Dieu. Je fais pas vraiment confiance aux examens quand on fait Jean Villard, donc je vais vous les faire refaire parce que peut-être qu'en fait, c'est pas le cas. Donc Bien encore, sûr. il voit écrit sur noir sur blanc et il te dit non, c'est peut-être pas le cas en fait. C'est peut-être toujours à cause de votre poids, madame. Bien sûr, parce qu'il est... De toute façon, il s'était fait son avis. Ah bah oui, de toute façon, il n'en bougerait pas. Donc je fais les examens dans la foulée.
Donc j'ai mon rendez-vous 6 mois plus tard. Donc à l'époque où j'ai ce rendez-vous avec lui, donc on est en février-mars, quelque chose comme ça, et le rendez-vous d'après, on est en septembre. Donc, pendant Mmh. 6 mois, en fait, je descends. En fait, non, ça s'est passé en 2 étapes. Je commence à descendre et puis au mois de mai, je commence à remonter. Vraiment, je commence à remonter. Je me ressens à nouveau maître de mon corps. Parce qu'en fait, moi, pendant toute cette période d'enfer, j'ai eu une vraie dissociation entre moi et mon corps. Ouais, C'est-à-dire que je ne parlais pas de moi, je parlais de mon corps. C'était une entité à part entière. ouais. Et je lui en voulais, j'étais vraiment en colère contre lui. J'étais maltraitante envers lui par mes mots, par mes pensées, même par mes actions, puisque Ouais, effectivement là j'ai eu des crises de boulimie, j'ai eu un vrai désordre alimentaire parce que je ne savais plus comment faire bien sûr. pour essayer de calmer cette douleur intérieure en fait. Mmh. Et moi, il y a des femmes qui perdent du poids, qui sont stressées, qui ne mangent plus quand elles vont Mmh. pas bien. Moi, c'est l'inverse, je Mmh. mange. Et donc au mois de mai, voilà, je reprends du poil de la bête. Au boulot, ça se passe pas très bien. En fait, autant ma hiérarchie est très aux ok, ça se passe bien, même si c'est un peu spécial. J'ai une collègue qui, je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain, décide que je suis son bouc émissaire. D'accord. Et moi, qui suis très fragile, à ce moment-là, je Bah suis oui. incapable de me défendre. Mmh. Donc je me fais écraser. Mais comme j'ai cette reprise de force, je me dis ok, bon, ça va aller. En dehors de mon travail, ça se passe bien, ça va aller. Par rapport à ce rendez-vous, absolument affreux, vous en rediscutez après avec ton mari et enfin, qu'est-ce qu'il en est, Ah toi? oui, C'est pardon. c'est pas du tout, envisageable de se faire opérer? Enfin, co Non, comment ça se passe ça, après, quoi? ça n'a jamais été envisagé pour moi et envisageable de me faire opérer parce que Mmh. d'abord j'ai déjà perdu plein de poids, que je sais que mon poids Oui, il est pas physique, il est émotionnel ouais. et Mmh. il est dans ma tête et je sais qu'en fait c'est des choses à résoudre. Ouais. Je sais que voilà, ça n'est pas, il a toujours été lié à des situations émotionnelles Ouais, mon ouais. poids. Tu sais l'expliquer. Mmh. C'est aussi génétique. Ouais. Mais je sais qu'il y a une partie de mon poids parce que moi, si tu veux, au plus mince de ma vie, j'ai fait 84 kilos, quoi. Mmh. Donc, je suis en dehors des standards, je suis déjà quasiment obèse Mmh. à 84 kilos. Aujourd'hui, j'en fais aux alentours de 120. Et à l'époque où je fais mes filles, j'en fais entre 100 et 110 en fonction des périodes. Mmh. Et à ce moment-là, mon mari, quand il sort de ce rendez-vous, il me dit, écoute, c'est peut-être à envisager. Je dis, mais une opération, ça veut dire qu'on fait pas d'enfant dans 3 ans. Je dis parce qu'il faut faire l'opération. Après, tu peux pas tomber enceinte pendant Mmh. plusieurs années, plusieurs mois, voire années. Et ensuite, il faut le temps de remettre tout ça en route. Et moi, j'ai pas le temps, en fait. Mmh. Je dis, au-delà du fait que je veux pas la faire, je lui dis, Ouais. c'est une perte de temps, quoi. Mmh. Et on sait que moi, ma problématique, c'est le temps. Ouais. Donc, au début, il essaye de voir si vraiment s'il n'y a pas quelque chose à faire de ce côté-là. Par contre, du coup, il se focus sur le poids de ouf, mon mari. Ouais. Mais vraiment. Mmh. Du coup, ça devient ça devient un stress pour lui, qui ne l'était pas forcément à l'époque. Et là, ça en devient un stress. Du coup, il regarde, il voit, et sauf que moi, je suis en train de descendre, en fait. Bah, ouais, ouais. Moi, quand Mmh. je sors de ce rendez-vous, en fait, j'ai l'impression déjà de plus avoir le soutien de mon mari. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment terriblement douloureux. Quand je sors de ce rendez-vous, je me souviens encore, hein, je me souviens d'être sur le parking, dans ma voiture, à pleurer. Bah, ouais. Juste à pleurer toutes les larmes de mon corps. Parce que d'un seul coup, en fait, j'étais responsable Bah, ouais. de tout, avec ce poids. Mmh. Dans ma vie, j'ai pas beaucoup vécu de grossophobie médicale, sauf ce moment-là, quoi. Ce Mmh. moment-là a juste été juste horrible. Mmh. Et du coup, je sais que ça a été un déclencheur pour mon mari de dire, ben, il faut que tu perdes du poids, il faut que. Ça a été vraiment un sujet du coup assez tendu, déjà qu'il était tendu chez moi, mais alors là, il était encore plus, quoi. Bah, ouais. Donc voilà, pour répondre à ta question, on en a reparlé. Et après, c'était plus un sujet général, enfin quelque chose qui était ambiant, en fait, si tu Ouais. veux. Mmh. En fait, tu perds tes repères avec ce Ouais. parcours. Ouais, ouais. Des choses qui te semblaient pas du tout problématiques deviennent problématiques, de la même façon que ben il y a des choses que tu trouvais problématiques que tu relativises. Mmh. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ce parcours, heureusement qu'il a été là parce qu'il m'amène progressivement à relativiser beaucoup plus qu'à subir. Ouais. Mmh. Et puis donc moi, au mois de mai, je commence à reprendre un peu espoir. Ouais. Et puis en fait, une histoire familiale vient rentrer, vient se mêler à mon histoire personnelle, Ouais. puisque ma sœur de 5 ans, ma cadette, ayant rencontré son mari peu de temps auparavant, nous apprend sa grossesse. Ah. Et là, pour moi, c'est juste Ouais. Mmh. le coup en trop, quoi. Mmh. En fait, vraiment, c'est pas ma sœur qui me met un coup, hein, Bien sûr. c'est la vie. Oui.
Mm. Là, la vie m'achève, en fait. Mm. La vie m'achève. Je lui dis, c'est merveilleux, hein. Je lui dis au premier abord, je lui dis, c'est merveilleux. Mais pour moi, c'est l'effondrement le plus total. Toute ta famille connaissait votre parcours déjà? Oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, moi, j'ai jamais caché quoi que ce Mm. soit. Toutes Mm. les étapes, avec le temps, tu en parles moins parce Oui. que ben ça rentre dans ton quotidien. Mm. Mais dès le début, moi, j'ai toujours tout raconté en fait. Mm. J'ai jamais eu aucun tabou à propos de ça. Et au contraire, en fait, moi, c'était ma façon de me protéger. C'est-à-dire que je ne voulais pas subir des réflexions du style, bah alors, Ouais, vous allez clairement. avoir un bébé, quand est-ce que c'est pour Ouais, quand c'est ouais. pour le bébé. Même si ma famille est plutôt discrète à ce niveau-là, je voulais pas subir ça autour de moi. Et en Mm. fait, j'ai toujours dit, mais même des gens que je connaissais pas, qui me disaient alors du coup, t'as des enfants, je dis bah non, j'arrive pas à en avoir. Et du coup, Ouais. en fait, Mm. tout de suite, les gens, en fait, ça arrête les gens Oui, bien sûr. dans leur recherche d'informations Dans leur curiosité, ouais. et Mm. leur curiosité. Et donc, du coup, ça met un blanc. Et après, je dis, si tu veux en parler, on peut Mm. en parler, il n'y a pas de problème, je t'explique ce qui se passe. Ouais. Et après, la personne choisit ou non. Mais moi, j'ai toujours fait Mm. ça, c'était ma façon à moi de me protéger. Et ça a marché, hein, franchement. J'ai vraiment jamais été très peu souvent. Bon, après, je suis pas très susceptible de manière générale. Et pendant mon parcours, j'ai Mm. assez peu été. Voilà, j'ai toujours estimé que les gens, ben, quand ils parlent de leur enfant et qu'ils se plaignent de leur enfant, c'est normal. Parce qu'en fait, c'est dur Mm. d'avoir un enfant. Et je le sais d'autant plus Ouais. aujourd'hui que je le vis. Ouais. Donc en fait, je sais qu'il y a des femmes qui le vivent très mal, mais en l'occurrence, moi, je me suis toujours dit, bah en fait, c'est quand même dur d'avoir un enfant, donc on a le droit Mm. de se plaindre. C'est juste que ben je suis peut-être Ouais. pas la bonne personne à qui il faut s'adresser pour ça, en fait. Exactement. Voilà. Donc du coup, en général, j'ai écouté et quand je voyais que les personnes n'arrivaient pas à se détacher de ça en conversation, bah, c'est moi qui ai mis un petit peu de distance. Ouais. Et ça a marché. Ça veut pas dire que j'ai perdu Mm. les gens, c'est juste dire que j'ai mis un peu de distance pour me protéger. Voilà. Et Bien les sûr. personnes les plus proches de moi l'ont tout à fait compris, parfois même sans que je Mm. le verbalise en fait. Et donc du coup après cette annonce, pour moi c'est le début. Enfin c'est pas le début, je retourne en enfer. Ouais. Et là, évidemment avec ma fragilité, la personne qui me faisait du mal hein, au travail, et ben s'en donne à cœur joie. Et là, en fait, si tu veux, Mm. je suis harcelée moralement par une personne à mon travail, mais je n'ai aucune Ah ouais. force, aucune énergie pour quoi que ce soit. Rien. Donc du coup, je descends. À l'époque, j'avais dû perdre en plus pas mal de poids avant tout ça, donc je devais être à 100 ou quelque chose comme ça. Et là, je prends du poids et je monte, je monte, je monte. On arrive le deuxième rendez-vous à ce moment-là de l'immunologue qui me dit bah non, bah en fait effectivement vous prenez un peu effectivement il y a quelque chose. Prenez un aspirine nourrisson quand vous ferez la prochaine fibre. Prenez un aspirine par D'accord. jour. Ok. Ok. J'ai dit, bon d'accord. Bon effectivement hein, j'avais un problème de coagulation donc il fallait fluidifier le sang. Et je continue à descendre et puis un jour je me dis je suis dans ma voiture, je sors de mon travail et là où ça a été un peu un déclencheur c'est que là je me dis si je mets un coup de volant c'est quand même plus simple. Ah, ouais. Ah, et là, à ce moment-là, je me dis: «OK, je le fais pas». Mais Ouais. Mm. le seul fait d'avoir cette pensée, je me dis: «OK, Agathe, tu loin là. Tu très, très loin. Ouais. Mm. Là, si Mm. pour toi mettre un coup de volant, c'est plus simple, c'est que Ouais. vraiment tu loin». Donc Mm. commence un petit cheminement, c'est très long, mais commence un petit cheminement. On est genre en septembre, octobre, commence un petit cheminement pour remonter. Mm. Jusqu'au mois de décembre, ma sœur donc est enceinte de son premier enfant et du coup Ouais. j'appréhende ce Noël. Je sais que Ouais. c'est bizarre de parler d'un moment particulier, mais pour moi, c'est la clé de mon parcours, en fait. On Ouais. arrive à ce Mm. Noël, et en fait, quelques semaines avant, j'avais une très, très vieille amie à moi qui était pas venue passer, qui habite pas en France, et qui était venue passer 2 jours avec moi chez moi, et elle avait un bouquin. Elle lisait un bouquin, et elle m'a dit, écoute, il est vachement sympa, lis-le, ça peut être sympa. Alors, je l'achète, et puis, bah, les premières semaines, je lis les premières pages, mais pas emballée. On va à Marseille, on Mm. rentre en train et dans le train, après Noël, je le dévore. Mais d'un seul coup, comme si en fait il y avait eu à Mm. ce Noël comme un déclic. Alors c'est très bête de dire déclic Ouais. parce qu'on dit toujours oui, il va y avoir un déclic et ça va marcher. Pas forcément. Bah alors ça marche pour le poids, ça marche pour plein de choses. Hein, ça marche pour la clope, le poids. Il y a toujours un déclic qui fait que à un moment Oui. donné tu vas arrêter ou ça va aller mieux ou voilà. Là Mm. c'est pas un déclic de cet ordre-là, c'est que d'un seul coup en fait j'étais capable d'entendre. J'étais Ouais. capable d'entendre et de recevoir des choses. Je m'autorisais à recevoir des choses pour améliorer ma vie. En fait, d'un seul Ouais. coup, grâce à ce livre,
mon filtre changeait. Et je me suis forcée, parce que ça vient pas comme ça, c'est pas parce que tu as le déclic que ça vient, c'est juste Oui. que d'un seul coup, je me suis dit, ok, ben en fait, la seule personne qui peut prendre soin de moi, c'est moi. La seule personne qui Oui. peut décider que je vais être heureuse, c'est moi. La seule personne qui va décider de voir la vie du bon côté, c'est moi. Et j'ai toujours été quelqu'un Ouais. d'hyper optimiste. Mais là, Mm. depuis 9 mois, j'étais au fond du trou, quoi. Et je me suis dit, ok, donc là, il faut que je prenne soin de moi. Je rentre Mm. un peu avant le nouvel an et mon mari s'en va. Je me rappelle encore, hein, on décide que ben moi, comme je travaille, je peux pas prendre trop de congés. Je décide de rester à Bordeaux. Lui part dans sa famille dans le Nord et moi, je reste seule ici. Et en fait, ça a été vraiment un moment où j'ai pu décider que ma vie allait changer en fait, que ma vie Ouais. allait changer, que ma vie n'allait pas se résumer à avoir un enfant, ma vie n'allait pas se résumer à mon poids et Ouais. que je n'allais plus subir ce parcours, mais que j'allais Mm. le vivre en fait, accepter qu'il faisait Mm. partie de ma vie et accepter que ben, dans la vie il y a des moments qui sont durs et des moments qui sont moins durs et que ben faut Mm. les vivre, faut les vivre intérieurement quoi. Faut vraiment je peux que il faut les accepter, il faut se dire Les que ça va accueillir, ouais. passer en fait, qu'à un moment Mm. donné ça va changer. Et donc commence là un changement intérieur, mais drastique. Je me mets à refaire du sport. Je décide de reprendre mon corps en main. Je suis montée à 122 kilos. Il est impossible de faire une FIV à ce moment-là. Il faut savoir que juste avant, j'ai vécu quelque chose de très violent par rapport à tout ça au mois de novembre. Parce que mon mari, en fait, au mois de septembre, une fois qu'on a le retour de l'immuno, me dit, bah, on va y retourner, en fait. On va y retourner, il faut qu'on y Mm. retourne, j'ai envie, il faut pas qu'on perde du temps. Moi, je suis pas prête, mais au bout de 3 mois, je lui dis, ok, on y va, prends rendez-vous. Je dis, par contre, c'est toi qui gères, hein. Je dis, moi, je me présente au rendez-vous, c'est tout. Ouais. Sauf que j'ai pris beaucoup de poids, que il y a un poids limite hein, pour pouvoir faire une FIV, que Ouais. je sais déjà que ce sera pas, je l'attendrai pas. Et je me présente à ce rendez-vous avec mon médecin, qui est vraiment une super médecin. Elle aurait pas pu faire les choses mieux. C'est juste que pour moi, c'est Mm. d'une violence Mm. incroyable. Mais je sais, avec le recul, que ce qu'elle m'a dit, elle me l'a dit avec la plus grande bienveillance. C'est juste Ouais. que c'était pas entendable pour moi. Donc je me présente au rendez-vous et elle voit hein, que j'ai pris du poids. Elle me dit Agathe, vous faites combien aujourd'hui? Je lui mens hein, parce que d'abord je me suis pas pesée à ce moment-là et ensuite je sais que c'est pas vrai et je lui donne le poids Mm. que j'avais fait avant d'avoir repris du poids. Je dis je fais 113 kilos. Elle me dit Agathe, voilà, je peux pas. Elle me dit aujourd'hui, je peux pas enfin dans mon cabinet, on peut pas vous accepter, on peut pas vous faire une FIV. Ouais. Elle me dit moi je veux bien, mais vous me semblez pas bien moralement parce que j'étais vraiment pas bien. Hein. J'étais pas bien dans mon travail ce jour-là aussi. J'avais demandé une rupture conventionnelle qui avait été refusée aussi ce même jour. Ouais. C'est un jour vraiment Oh. très douloureux pour moi. Et j'arrive et elle me dit on peut pas faire de FIV. Donc si tu veux le jour pourri quoi. Vraiment le jour Ouais. pourri. J'ai demandé une rupture conventionnelle dans ce boulot où je me fais harceler. Je l'ai pas. On me dit vous pourrez pas faire de FIV tant que vous n'avez pas perdu de poids. Et une fois de plus, on me renvoie dans la gueule que si je peux pas avoir d'enfant, c'est de ma faute. Et je Ouais. suis en colère, mais en colère. Et j'ai mal à l'intérieur de moi. Je Mm. pleure. Et je dis mais vous pouvez pas me faire ça en fait. Et elle me dit en fait moi je veux bien. Elle me dit mais je pense que vous n'êtes pas prête moralement. Ouais. Elle me dit Mm. en fait il faut savoir que moi je veux bien. Ok on commence le traitement, mais vous allez pas forcément tomber sur moi au moment des contrôles. Et si une de mes collègues a un doute et elle peut vous demander de vous peser. Et là je la regarde, je dis vous pouvez pas me faire ça. Elle me dit non, je pense pas que vous soyez capable aujourd'hui de le gérer en fait, Ouais. d'en assumer les Mm. conséquences. Donc elle me dit moi je veux bien, ok on y va, mais vous prenez ce risque-là. Et là Mm. je sors de là, je lui dis bah non on n'y va pas, j'ai pas du tout envie de faire ça. Et puis je lui en veux, mais je lui en veux. Elle qui m'a toujours à ce moment-là je me dis mais elle m'a toujours soutenue et là elle me lâche quoi. Ouais. Et du coup, on remet sur le tapis mon poids. Donc pour mon mari, allez, c'est encore la faute du poids. Et Ouais. allez, on peut pas avoir d'enfant, c'est à cause de ton poids. Sauf qu'en plus, Ouais. la pathologie que j'ai n'a rien à voir avec mon poids. Mm. Par Mm. contre, ça peut influer sur la qualité des ovocytes, mais c'est pas. Et donc du coup, je suis effondrée dans ma voiture. Donc t'imagines à quel point je suis en cette fin Ouais. d'année, dans quel état je suis. Et quand je me dis au mois de enfin à la fin, au nouvel an, je me dis ok, au 1er janvier, tu sais, c'est le coup des bonnes résolutions.
Ouais. Je me mets au sport. J'avais une amie qui m'avait parlé d'une application où tu fais 7 minutes, des séances de 7 minutes. Oui. Et je me dis, ok, ben on va commencer comme ça. En plus, j'ai pas besoin d'avoir le regard des autres sur moi qui fait du sport à 122 kilos. Je ne change pas mon alimentation, mais je fais du sport. Et on a acheté une maison entre-temps et il faut la rénover intégralement. J'ai obtenu ma Mhm. rupture conventionnelle. Donc autant te dire que tout vient S'aligne enfin. tout s'aligne enfin. Quand moi je peux m'aligner avec moi-même, tout s'aligne Ouais. enfin. J'obtiens ma rupture Mm. conventionnelle. On a acheté une maison. En obtenant ma rupture conventionnelle, ça veut dire que je vais pouvoir superviser les travaux parce qu'on a tout à refaire. Mm. Ouais. Je me lance à corps perdu dans la rénovation de ma maison. En fait, c'est le début d'une nouvelle vie pour moi. Je me mets enfin à m'écouter et entendre que je suis quelqu'un qui vaut la peine en fait. C'est bête, en fait Ouais. c'est bête, mais cette maison, ce parcours PMA, la première partie donc avant la maison, le parcours PMA, j'avais l'impression d'être encore moins bien, d'être quelqu'un d'encore plus inutile si tu veux. Ouais. Et arrive ce moment où je me retrouve au chômage, on débute les travaux de la maison et là je m'aperçois qu'en fait j'ai de l'or dans les mains en fait. J'ai de l'or dans les mains, que je suis capable de faire beaucoup de choses, que en ne connaissant rien, on a pris une maison à rénover intégralement, on connaissait rien. Et d'un seul coup, je me révèle à moi-même en fait. Ouais. Et je décide que de toute façon, ce parcours EMA, je ne pourrai pas reprendre de FIV avant un moment parce que je ne peux pas, j'ai pas le poids qu'il faut. Ouais. Donc, je Ok. le mets de côté et je fais une pause comme certaines qui font des longs parcours font. Ouais. Et je Mm. mets de côté ce parcours-là, cet élément de ma vie. Et je commence à prendre soin de moi en me disant, OK, ça, c'est pas génial. Mais en fait, je suis sûre que derrière, une fois qu'on sera passé, on dira, ah, mais c'est pour ça que c'est arrivé. Ouais. Et Mm. encore aujourd'hui, tout ce qui m'arrive, même quand surtout quand c'est pas très agréable, j'essaye de penser comme ça. Et ça, c'est la Mm. PMA qui m'a apporté ça. Parce que sans la Ouais, PMA, carrément. j'aurais jamais fait ce travail sur moi. J'aurais Mm. jamais fait ce travail intérieur. Ça n'aurait jamais été cherché à l'intérieur de moi tout ce que c'est venu chercher. Je fais pendant 6 mois, 8 mois, je rénove cette maison, 6 mois, 8 mois, et je perds du poids. Naturellement, entre le sport et les travaux, je perds du poids et j'arrive au poids minimum imposé. On décide d'y repartir. On part en PMA. On est en novembre et je fais tout le traitement. Là, il y a un embryon. Et cet embryon, je me dis, c'est le bon, quoi. Tu Ouais. sais ce que je fais aussi. Pour cette FIV-là, j'envoie un message aux personnes les plus proches de moi, mes amis, ma famille, et je leur dis, j'ai besoin Ouais. d'amour. Et je fais ça alors que je viens d'être ponctionnée, ou la veille de la ponction, mais je fais ça Ouais. juste au moment de la ponction. Et je dis, là, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin qu'on m'envoie de l'amour, j'ai besoin de ça. C'est beau. Et je reçois, mais de l'amour, à profusion, quoi. J'en ai encore les larmes aux yeux. Et ça m'a fait un bien, mais un bien. C'est-à-dire que déjà, j'avais repris confiance en moi. Je me sentais à nouveau valable, à nouveau Ouais. une personne digne d'intérêt, Ouais. digne de confiance, digne de la vie, en fait. Ouais. Et je regarde l'univers tous les jours en me disant, mais voilà, tout ce que je demande, je l'ai en fait, c'est incroyable. Et là, je me dis, ben ok, on va lui laisser sa chance à cet embryon. Et donc, Ouais. on y va, on fait confiance. Ces 2 semaines se passent, mais pas du tout comme les autres 2 semaines que j'ai passées, quoi. Je le vis, je pleure pas tous les soirs. C'est dur, bien sûr. C'est quand même 2 semaines d'attente, mais je le vis beaucoup mieux. Je le vis de façon beaucoup plus apaisée. Malheureusement, ça fonctionne pas. D'accord. C'est dur, mais ça n'est pas l'effondrement que j'ai pu connaître avant, en fait. En Ok. tout cas, je n'en ai pas ce souvenir. Voilà, j'ai juste accepté que ça n'avait pas fonctionné. À ce moment-là, après cet échec-là, au mois de décembre, il y a quelqu'un à Jean Villard qui monte un groupe sur Facebook. Je suis pas du tout adepte des groupes, j'en suis aucun. Mais je vois cette petite affichette dans la salle d'attente de Jean Villard qui écrit qu'elle a créé Mm. un groupe, que si on veut venir parler, on y va. Et là, je trouve une famille, quoi. C'est une famille Mm. PMA, quoi. Aujourd'hui, Ouais. j'ai encore des amis, mais qui sont des amis qui sont, tu vois, j'en suis tout émotionnée, mais qui sont tellement chers à mon cœur, en fait, Mm. Mm. qui font partie de ma vie, qui font partie de mon cœur. Et là, en fait, je trouve une source d'informations humaines, en fait, pas des informations internet, pas des informations médicales. Et entre autres, je rencontre une femme qui a vraiment la même pathologie que moi, les mêmes problématiques. Et elle me dit, voilà,
dans les semaines qui avaient précédé, elle avait fait un cumul ovocytaire. Donc je découvre le cumul ovocytaire. Ouais. Et elle me dit, les J5, ça marche mieux. Ça marche Mmh. mieux, c'est reconnu et c'est ce qui est utilisé partout à l'étranger. Mmh. Moi, ça fait un moment que je sais que ma pathologie peut m'amener vers le don d'ovocytes. Donc c'est quelque chose qui Ouais. chemine en moi depuis longtemps. Depuis Mmh. longtemps. En fait, depuis le premier jour où je sais que j'ai une hypo-OP, je sais que c'est une possibilité. Ouais. Et cette femme que je rencontre, elle est en train de faire un parcours, en tout cas de mettre en place un parcours pour aller à l'étranger. Et en fait, c'est comme si la vie, l'univers m'avait mis sur mon chemin cette femme qui a révolutionné la suite de mon parcours, puisque c'est en partie grâce à Ouais. elle qu'aujourd'hui j'ai ma petite fille. C'est pas grâce à elle dans le sens où elle n'est pas intervenue, mais elle m'a apporté tellement par son témoignage et ce Mmh. qu'elle avait vécu, qu'aujourd'hui, si j'ai pu dire à mon médecin ce que je voulais dans les prochains traitements, c'est grâce à elle en fait. Mmh. C'est-à-dire que j'ai pris ce qu'elle avait vécu et je l'ai fait mien en janvier 2018. Donc du coup, je vais voir ma gynécologue et je lui dis voilà, j'ai découvert le cumul ovocytaire et je me dis que ce serait peut-être une solution pour moi de pouvoir faire ça pour maximiser mes chances d'avoir un embryon, pour éventuellement peut-être en congeler un ou deux et avoir un peu plus de chances Bien sûr. d'être remboursé par la Sécu aussi, hein. C'est aussi du Ouais. calcul, hein. Quand tu fais des Ouais, PM, des clairement. FIV, tu calcules tout parce que tu dis c'est la première, ok, il m'en reste trois. C'est la deuxième, ok, il m'en reste deux. C'est Ok, ça. on est à la troisième, il en reste qu'une. Ok, donc à la quatrième, c'est mort, on peut plus avoir Ouais. d'enfant. Enfin, Ouais. en fait, tout est calculé. Et après, du coup, quand tu arrives à la troisième, quand tu es dans notre cas, enfin, nous, dans notre cas, à la deuxième, on a commencé à se dire, bon, va peut-être falloir aller, une fois que j'ai eu fait ma pause, va peut-être falloir aller au don d'ovocytes, puisque moi, c'était ma problématique. Donc, Ouais. en fait, tu passes ton temps à calculer et à penser au temps, en fait. C'est ça. Donc, du coup, là, je lui dis, ce serait peut-être une solution. Et elle me dit, écoutez, ok, c'est quand même, faut le savoir, c'est quand même un parcours et un process qui est très coûteux en énergie, en physique. Hein. Physiquement, c'est très coûteux parce que vous allez prendre beaucoup d'hormones Ouais. pendant un délai condensé en fait. Parce Ouais. qu'en fait, il faut savoir que du coup, tu fais 3 fonctions. 2 si tu as beaucoup d'ovocytes dès les 2 premières et 3 si tu galères un peu. Ouais. Et il faut savoir que moi, j'ai une tolérance aux hormones probablement assez élevée puisque en fait, normalement, le maximum qu'on donne aux patients, c'est 300 UI d'un produit. Oui. Moi, j'étais à 600 UI. Oh la vache. Ah oui, Ouais. d'accord. J'étais à 600 UI et en fait, si tu veux, ça faisait en fait normalement tu es à 150 et 150 quand tu as deux produits, moi je faisais 300 et 300. Donc j'étais bourrée d'hormones et là elle me dit voilà, vous allez être à 600 UI pendant 3 mois. Donc il faut que vous preniez votre décision mais en connaissance de cause. Écoute, quand tu as fait tout ce que tu as fait avant, tu te dis OK, T'es plus au vas-y, SAF. balance. C'est pas grave. On y va, on est prêt. Tu te dis non, non, mais en fait, moi, j'avais déjà pesé le pour et le contre. En fait, j'ai une bonne tolérance. Hein. Il y a des femmes qui font beaucoup d'hyperstimulation. Moi, du fait de ma pathologie qui fait que, il y a peu de chances que j'ai beaucoup de follicules. Ouais. Et du fait que j'ai quand même une bonne tolérance aux hormones, j'avais pas plus peur que ça de ce cumul ovocytaire. Ouais. On se fait une petite première ponction et la première ponction, 7 ovocytes. Oh la Waouh. vache, qu'est-ce qui se passe? Deuxième ponction, comme c'est coup sur coup, je pense que mon corps déjà il est déjà un peu fatigué. Il n'y a eu plus que 4 ovocytes. On se dit ok, c'est moins bien, mais quand même, on en est à 11 là, on est pas mal. Ouais. Et puis arrive le troisième cumul, la troisième ponction, et là je tombe à un ovocyte. Là on se D'accord. dit ok, bon de toute façon ça sert à rien de faire ça sert à rien d'en faire une de Oui. plus. Je pense qu'on sera à zéro. Et cette troisième ponction, le principe en fait, c'est que on a frisé, donc on a congelé les ovocytes non injectés après les deux premières ponctions. Et à la troisième ponction, tu gardes celui qui est frais et tu décongèles les autres. Donc on décongèle D'accord. 11 ovocytes. Et pour une injection intracytoplasmique, des petits
spermatozoïdes de mon mari. On fait, et là, mais avec mon mari, on est sûr que de toute façon, il y aura au moins un transfert, en fait. Bien Parce sûr. qu'avec 11 ovocytes, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu 11 ovocytes. Avec C'est clair. 11 ovocytes, on se dit, mais c'est obligé. Enfin, en fait, on se pose même pas la question. C'est Bah non, sûr. bien On sûr. attend juste l'appel de nous dire quand est-ce qu'on vient. Donc je dis, on attend, et là on a un premier coup de fil et on nous dit, bon bah écoutez, il nous en reste 4 sur 11, hein, Ok. et ils sont pas beaux. On va les Ouais. laisser pousser jusqu'à J5, mais on vous prévient déjà. Je me rappelle encore, hein, je suis assise à la table de chez moi, c'est le petit déj, on est le matin, donc nous on est plein d'espoir, on se pose même pas la question, on va faire le Bien transfert. Et sûr. là on nous appelle, on nous dit voilà, il en reste 4 et ils sont pas beaux quoi. Non mais là on a pris trop cher quoi. On a C'est pris clair. trop cher. On se dit, ok, il en reste 4. Des J5. Des J5, ça peut être bien. On nous a dit que c'était mieux, les J5. Mm. Mais on est au fond, quoi. On n'est pas au Bah fond parce ouais. qu'au fond, j'y étais avant, c'était pas aussi bas. Là, on n'était Ouais. pas aussi bas. En fait, on sait plus quoi faire à ce moment-là. On est complètement démunis. C'est-à-dire que Ouais. l'option qui pouvait nous permettre de maximiser nos chances n'a pas fonctionné, quoi. Et donc, le Ouais. lundi, on nous dit bah, qu'on va nous appeler le lundi ou le mardi, je sais plus. Et puis, bah, le mardi, on m'appelle, on me dit bah non, il y aura rien, Il quoi. y en a plus. Oh, la vache. Je suis toujours au chômage à l'époque. J'ai fait 2 ans de chômage pendant cette période et je pense que c'était mes bénis du ciel, quoi. Ouais. Bénis du ciel parce que passé par tout ça, je n'étais pas du tout en capacité de vivre une vie d'entreprise qui m'avait déjà abîmée Ouais. avant ça. Je n'étais pas capable de retourner en entreprise. Alors certes, hein, les moyens financiers du coup sont moins bons, mais ma santé psychologique était bien plus importante. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, donc on nous dit que c'est mort. Mon mari, qui a toujours été un rock, hein, vraiment un rock, il a toujours dire que bah, ça va arriver, bon, ok, c'est dur, mais ça va arriver, c'est pas grave, j'y crois, ça va, on va finir par y arriver. Là, je le Mm. vois, il s'effondre en fait. Il s'effondre. Ouais. Là, c'est-à-dire qu'en fait, moi, qui ai quand même repris du poil de la bête depuis quelques mois, je le vois s'effondrer totalement. Et là, du coup, en fait, on s'éloigne. En fait, à un moment donné, Ouais. quand on perd chacun nos rôles, entre guillemets, parce qu'en fait, tu t'attribues des rôles Mm. dans ce parcours-là, hein, des rôles inconscients, des rôles pas du tout volontairement attribués. Mm. Et ben là, en fait, on se déséquilibre totalement. On Mm. est perdu. Pour la première fois, je ne reconnais pas mon mari et je le sens mais abattu, mais pendant plusieurs Ouais. semaines, tu vois. Enfin, j'en parle beaucoup à maman et moi, je suis vraiment très mal. J'en parle beaucoup à ma maman. Et elle me dit: «Écoute, j'ai quelqu'un, sur Marseille, qui pourrait vous aider». Je sais pas si tu connais, la thérapie, la constellation familiale? Oui. Voilà. Et elle me dit: «Je pense que ce serait bien pour vous de faire, un travail». Bon, c'est sur Marseille, donc je sais pas comment ça peut se conjuguer, mais appelle-la. Et cette femme, je me dis: «OK». De toute façon, je sais plus où aller, je sais plus quoi faire. J'ai déjà, hein, fait des suivis psy pendant mon parcours. Mm. Mais j'ai jamais ressenti que ça m'aidait à avancer. En tout cas pas comme, enfin non, c'est pas ça honnêtement. Pourtant je suis psy, hein, mais les personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là, même si c'était probablement ce qu'il me fallait à ce moment-là, je n'ai pas, ça m'a pas permis de d'avancer comme j'aurais pu avancer. Et Mm. du coup je suis très frustrée par rapport à ça. Et je me dis ok, je vais tester cette nouvelle technique, enfin cette nouvelle technique pour moi, hein, c'est pas une nouvelle technique, Mm. mais je vais tester ça. Je vais embarquer Nico qui est pas du tout axé, beaucoup plus avec le parcours PMA, hein, faut dire. Avec le Ouais. parcours PMA beaucoup plus. Donc du coup, j'appelle cette femme, je propose à Nico qui ben est un peu démuni et sait plus trop quoi faire, qui me dit ok mais qui n'y croit pas trop. On se rend à ce rendez-vous et ce rendez-vous quand même est assez extraordinaire. On vit des choses assez extraordinaires dans ce rendez-vous où on travaille beaucoup sur nos familles respectives, sur notre descendance en fait. En amont, on avait fait un arbre généalogique avec ben, pour les morts, de quoi ils sont morts, s'il y avait eu des fausses couches, s'il y avait eu la perte Mm. d'un enfant. Il faut savoir que ma maman, elle a perdu un enfant à quelques heures de la date de son accouchement, juste après moi. Ah ouais. Et ça, D'accord. c'est quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui n'est jamais resté dans le non-dit. On a toujours su. Hein. Ma mère n'a jamais Mm. fait de tabou de cette petite Camille, mais c'est une histoire familiale, donc on travaille là-dessus. Et il y a des choses incroyables qui se passent. Elle ressent des choses, mais juste incroyables.
À un moment donné, moi, j'ai mal au ventre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai mal au ventre. Et elle me dit: «Je ressens une boule dans le ventre là, Agathe, il y a quelque chose». Là, d'un coup, elle vient juste chercher exactement à l'endroit. Elle me dit: «J'ai mal là». Elle me dit: «Vous êtes ah, ça va pas, Agathe, là, il y a énormément de choses qui se passent» et entre autres, on rentre en contact, on va me prendre pour une folle, mais moi, j'y crois vraiment. On Pas du rentre en tout. contact avec, nos 2 embryons, alors d'il y a presque 2 ans. Ouais. On rentre en contact et Maryse nous dit: «En fait, ils étaient là. Ils étaient là, simplement ils ont pas réussi à s'accrocher. Mais ils étaient là, ils étaient bien vivants, ils étaient là. Mm. Ils ont juste pas pu rester. C'est pas des embryons qu'on a mis qui se sont arrêtés avant même que leur cœur batte. Mm. Ça a vraiment été des embryons. Ils ont vraiment été Ouais. là» et en fait, mon mari qui est pas du tout, adepte de ce genre de choses, reçoit ça et il m'en parle encore, hein. Donc ça l'a Ouais. vraiment marqué. Ça lui a fait un bien, mais fou! Un Ouais. bien fou et à partir de là, on recommence à se reconstruire. On avait déjà prévu avec, ma gynéco de refaire une tentative de FIV. On avait dit: «On se donne 2 mois pour récupérer». Donc on est à cette époque, on est au mois de mars, 4 mois même. On dit: «On fait ça en février», en juillet et puis la vie. C'est là où pour moi, l'univers et la vie commencent à s'intégrer à l'intérieur de moi et commence à prendre conscience combien en fait l'univers nous envoie les événements et c'est à nous après de les vivre, mais il nous Mm. envoie les choses parce que il se passe quelque chose d'incroyable. On pourrait prendre ça du mauvais côté, c'est-à-dire qu'on prévoit. Alors déjà de notre côté, ma gynéco nous dit on fait ça en juillet, ok, et nous de notre côté on commence à faire les démarches pour le don d'ovocytes D'accord. parce que ça y est, on sait que on est proche de cette échéance-là. Et Mm. on n'a pas l'intention d'attendre plus que ça. Normalement, tu dois attendre d'avoir fait ton parcours PMA avec tes propres ovocytes en France pour pouvoir avoir accès aux dons d'ovocytes. Oui. Mais on ment, c'est pas très honnête, hein, mais on ment et on démarre les démarches en France et à l'étranger. Alors on commence à aller voir des associations. Il y a des associations qui se mettent sur notre chemin, comme cette femme de ce groupe avec qui j'échange toutes ces femmes et Mm. cette femme en particulier, qui me dit, ben moi en fait j'ai pris contact avec cette association, puis cette association, et en fait cette femme me donne toutes les informations dont j'ai besoin, sans Mm. que j'ai même à chercher en fait. Et Ouais. là je me dis en fait j'ai même pas à aller scroller internet pour essayer de trouver l'association sans être vraiment sûre de Mm. vers qui je me tourne. L'information m'est envoyée, je n'ai rien à Mm. demander. Et on prend contact, on met en place le parcours français et étranger. Et au mois de juillet, il se trouve que ma sœur se marie et on se dit, bon, ça tombe, en fait, je suis censée être ponctionnée et transférée juste avant son mariage. Et elle se marie pas au même endroit, enfin, elle se marie pas à Bordeaux. Donc, il D'accord. y a du voyage et moi, j'ai jamais souhaité voyager après à transférer. Mm. Donc à ce moment-là, on se dit ok, c'est pas le moment, on remet ça à septembre. On fait ce qu'on a à faire. Mon mari est un peu déçu, il voulait que les choses avancent quand même parce que de faire la FIV, ça veut dire que derrière on peut mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place pour le don d'ovocytes si ça fonctionne pas. Mm. Parce qu'en fait, je Ouais. t'explique. Nous, à ce moment-là, on est en train de cheminer, en train de se dire ok, en gros, on se donne une dernière chance. Et là, je dis à D'accord. ma gynéco, ok, on refait un essai parce elle nous disait de partir tout de suite en don d'ovocytes. Je dis non, j'ai pas fini mon parcours. Moi, ce que Ouais. je veux, c'est moins d'hormones pour Ouais. avoir moins d'ovocytes, mais avoir des ovocytes de meilleure qualité. Ouais. Et je ne veux pas mettre de J3, je veux mettre que des J5. Ouais. Je prends le risque. Elle m'a dit, mais Agathe, vous savez, si on fait ça, vous risquez de n'avoir rien du tout à la fin. J'ai dit, ben, je prends le risque, en fait. Ouais. Je Bien sûr. prends le risque de ne rien avoir à la fin. Mais moi, j'aurais clôturé mon parcours. J'aurais été au bout de ce que je voulais, au bout de mes options pour pouvoir avoir un bébé issu de mes propres ovocytes. Et je n'aurai aucun regret. Donc, ce que je veux, c'est ça. Troisième fois de ma vie, je lui dis, je veux ça. Je veux Ouais. pas autre Mm. chose. Vous me donnez Mm. pas plus de 308. Je ne veux pas plus de 308. Vous Mm. faites comme vous voulez, mais j'en veux pas plus. Et en fait, je suis arrivée avec une telle assurance à l'intérieur de moi de ce que je voulais et de Ouais. ce qui était bon pour moi que elle m'a dit oui, sans aucune hésitation, à part me donner les éléments qui pouvaient faire que ça marcherait pas, quoi. Et donc, ça, c'est au printemps, quoi. C'est au printemps. Et en juillet, donc, on fait pas la FIV. Arrive septembre.
Septembre, on avait pris rendez-vous, sauf que on est parti en vacances et que ben finalement ça allait un peu entacher nos vacances. Donc on s'est dit allez, on la remet Mm. à plus tard, on la remet à la fois prochaine. On remet la FIV au mois d'après. Je me plante en vélo, Oh, putain. un truc bien comme il faut. J'arrive plus à marcher, donc je suis pas du tout dans un état vraiment sympa pour faire une FIV. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remet à plus tard. Oh la vache, c'est fou. Et on remet à plus tard le mois d'après, puis ben c'est toujours pas mieux le mois d'après, on remet à plus tard le mois d'après. Il se passe autre chose au mois de novembre, je saurais plus te dire, mais il se passe quelque chose au mois de novembre. Ah bah oui, je me fais opérer, je me fais enlever la glande de Bartholin qui a été, bon c'est une autre histoire, bref. Et du coup ben je suis sous médicaments, je suis pas bien. Donc bah qu'est-ce qu'on fait? On remet à plus tard. Ah ouais. Ouais ouais. Donc du coup on arrive, une FIV qui devait être prévue en janvier. On arrive à décembre. Et moi, mon Ah ouais. mari ça commence vraiment à le saouler. Hein. Il commence à me dire non, mais attends, il faut qu'on y aille. Je dis oui, mais c'est pas nous qui décidons là, en fait. Ah bah non, C'est bah la non. vie qui nous envoie des événements qui font qu'on ne peut pas y aller, Mm. en fait. Là, c'est pas nous, c'est pas moi qui te dis on n'y va pas. C'est la vie qui te dit que Mm. c'est pas le moment, en fait. Et moi, Mm. je regarde ça et je me dis ça tombe bien, je suis pas prête. Ouais. En fait, c'est très drôle parce que je le dis pas à mon mari que je suis pas prête. Mais Bien moi, sûr. intérieurement, je sais que je suis pas prête. Et je me dis c'est quand même Ouais. fou ça. Tout ce Ouais. qui nous arrive, tout ce qui se met en place, et je suis pas prête, en fait. Ouais. Passe le mois de décembre. Mois de décembre, on se dit bah il y a Noël au milieu, on va pas aller se refaire un deuxième Noël bien pourri si ça marche pas. Mm. On laisse Noël et en janvier, je commence mon traitement et je l'aborde, mais comme jamais je l'ai abordé. C'est-à-dire que je l'aborde en disant ok, bah ça marche pas, c'est pas grave, j'ai encore le dentovocyte. Je commence mon traitement juste avant, de mémoire, c'est juste avant les Nouvel An. Et arrive le Nouvel An. C'est très important pour moi, ce Nouvel An, il est vraiment très important. Il a beaucoup d'importance pour moi. C'est le premier Nouvel An depuis que j'ai perdu mon premier bébé, qui se passe bien en fait et dans lequel je suis bien. J'ai envie de fêter cette nouvelle année. Parce qu'à Mm. l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui se passe et qui dit, je sais que c'est la bonne année en fait. Je sais que c'est Ouais. cette année-là que j'aurai mon bébé. Je serai Mm. enceinte cette année. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si ce sera mon ADN ou si ça ne le sera pas. Mais cette Mm. année, je serai enceinte. Mm. Et je le sais. Et en fait, c'est très drôle parce que ce soir-là, je suis avec des amis. Et des amis avec qui on en parle, mais ce sont des amis à Marseille, donc on n'en parle pas régulièrement. Ce soir-là, je me souviens encore, on est en train de danser sur la piste de danse comme des folles. Et arrive le moment de dire bonne année. Et ils mettent la chanson des Black Eyed Peas. Le mot normalement de la chanson, c'est It's gonna be a good night, c'est ça? Et mon Ouais. ami me regarde. It's gonna be a good year. It's gonna be Mm. the year. Et là, je la regarde Mm. et je me dis, mais qu'est-ce que je lui ai envoyé pour Ouais. qu'elle me dise ça, en fait, à ce moment-là? Parce que j'en ai parlé à personne de cette sensation que Ouais. j'ai à l'intérieur de moi, cette certitude, ce calme intérieur que j'ai. Et elle m'envoie ça, et je me mets à danser, et en fait, je me souviens même, tu vois, je me souvenais même plus de ce que c'était le mot qu'ils utilisent. Mais pour moi, cette chanson, c'est It's gonna be the year. Ce sera Mm. l'année, ce sera cette année-là. Il n'y en aura pas d'autre. En fait, c'est cette année-là où j'aurai mon bébé dans les bras. Mm. Et pardon. Et c'est vrai. Et je pars sur ce parcours, sur ce dernier parcours, en fait. Ce sera mon dernier parcours. Et je pars et je passe chaque étape. Et à chaque étape, je suis émerveillée de voir que je passe l'étape. J'ai une première étape où c'est, il faut voir si mes follicules n'ont pas trop grossi et qui sont au bon moment, au bon endroit, après avoir pris la première partie du traitement. Et je passe la première étape, super. Ensuite, je passe chaque rendez-vous et chaque rendez-vous. Ça se passe bien, ça grossit, il n'y en a pas beaucoup, mais ça je le sais, puisque j'en prends moins. Mais on y va. Mais finalement, au fur et à mesure, il y en a un peu plus quand même. Et puis, je passe à la ponction. À la ponction, on est passé on n'est plus sur de l'anesthésie générale, mais sur l'anesthésie où tu es à moitié dans les vapes en fait. Mm. Et en fait là, euh, j'avais déjà vécu ça sur les ponctions précédentes, mais là en fait, comme je suis en paix en fait avec moi-même, avec ce que je suis en train de vivre, en fait, je suis à moitié réveillée et du coup, je demande à la fin, je dis il y en a combien? Et elle me dit 5. Elle me dit 5. Je dis ok, putain, il y en a 5. Après ce Mm. qu'on a fait là, on a déjà fait tout ça, il y en a 5. Mm. Donc là, j'attends dans la salle de l'ambulatoire.
Et j'attends qu'elle me dise qu'effectivement, il y en a bien 5. Mm. Mais oui, elle confirme, il y en a bien 5. En plus, c'est génial, c'est mon médecin qui m'a Ouais. fait la ponction cette fois-là. J'attends, elle me dit 5, et là, on attend avec Nico. On attend sans trop de stress, en fait. Parce qu'en fait, on s'attend à ce qu'on nous appelle pour nous dire qu'il n'y en a pas. On nous a appelé au 5e jour. On est dimanche matin. On est à nouveau assis à notre table en train de petit déjeuner. Le transfert, c'est à 14h, le week-end. On nous appelle et on nous dit, et il en reste 2. Mais là, pour moi, c'est énorme. Ouais. C'est-à-dire que là, je n'y crois pas. On prend Mm. notre voiture, on va pour faire le transfert, et on nous dit, ben, ok, il y en avait 2, mais il en reste plus qu'un. Il y en a un qui s'est arrêté ce matin, après le coup de téléphone. Ok. Nous, on est dans la salle d'attente. On se dit, mais c'est incroyable d'être là. Jamais Mm. j'aurais imaginé être là, en fait. Pour moi, je ne serais jamais arrivée à cette étape. Mm. Donc pour moi, c'est déjà du bonus, quoi. À ce moment-là, Mm. je vis la chose. Non pas quand il m'annonce qu'il y en a plus qu'un. En fait, pour moi, il y en a un, en fait. Il y en Bah a oui. un. C'est juste la magie, quoi. Il y en a un, en fait. Mm. Mm. Et du coup, on est tellement heureux à ce moment-là. Le transfert se fait et rien ne vient entacher notre bonheur, en fait. Parce que, en fait, on verra bien ce qui se passe. On est prêt. On est prêt à entendre que bah, ça n'a pas marché. Et en fait, c'est incroyable. Parce que 2 jours après le transfert, je suis suivie psychologiquement par quelqu'un à Bordeaux, quelqu'un d'incroyable. Et je sors de ce rendez-vous avec elle, je rentre, et là, je dis, c'est bon. Je sais que c'est bon. Je Ah. savais que c'était bon. Je savais qu'elle s'était accrochée. Mm. Je me vois, je sais dans quelle rue j'étais. C'est incroyable comme ça te marque toutes ces choses-là. Et je me vois encore avoir cette intuition qui me tombe et dire que je sais que c'est bon. Elle est là. 2 jours auparavant, quand j'avais eu le transfert, après le transfert, tu sais, tu passes des fois par des moments, en 1 heure, ça peut changer, où tu es pleine d'espoir et d'un seul coup, tu te dis, et si ça tenait pas? Et à un moment donné, j'ai un moment où j'ai très peur de pas que ça ne fonctionne pas. Parce que même si je suis sereine dans ma tête, j'ai des émotions quand même. Bien sûr. et, euh, et je me dis, en fait, c'est quand même mon dernier essai avec mon ADN. Donc, Ouais. même si je suis en paix avec l'idée d'avoir un enfant par don d'ovocytes, c'est quand même ma dernière chance avec mon ADN Ouais. et ma transmission à moi de Mm. ce que je suis. Et comme j'ai appris à m'aimer, en fait, ben, j'ai envie de transmettre ce que je suis, en fait. Et en fait, j'ai à un moment donné, je suis dans mon lit, je suis pas bien et je me mets à pleurer et là, je lui parle. Je lui parle et je pleure et je lui dis, mais tout le monde t'aime, tout le monde t'attend, en fait. Tout le Mm. monde t'attend. Et 2 jours plus tard, j'ai cette intuition qu'elle est là. Et je passe les 2 semaines d'après avec toujours ces émotions en dents de scie, de dire ça, est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché. Et pourtant, dans mon fort intérieur, je sais que ça a marché, mais tu peux pas t'en Mm. empêcher. Parce que tu Bien te sûr. remets en doute, parce que ce n'est qu'une intuition. C'est difficile de maintenir sans confiance en une intuition. C'est tellement pas palpable. Et je vais faire ma prise de sang. Et mon mari arrive, on ouvre, on voit écrit 89, on se regarde. Ah. Et là, il me regarde, il fait, ça veut dire quoi? On avait tellement jamais eu de nez positif que du coup, ça veut dire quoi? Bah, je suis enceinte en fait. Mais là, en fait, alors nous, ça n'a pas été le genre d'un seul coup, on, en fait, on a eu un moment on pouvait plus bouger. On se regardait, et c'est bon, je suis enceinte. C'est bon. Et au bout d'un moment, on s'est mis à pleurer. C'est bon, je suis enceinte, ça a marché. Et là, mais un bonheur, évidemment, enfin, c'est même pas descriptible en fait. Parce que c'était d'autant plus indescriptible qu'on ne l'attendait pas du tout. C'est-à-dire que pour nous, ça n'allait pas fonctionner jusqu'à ce que j'ai le transfert. Mm. Et là, mais un bonheur pour nous et après un bonheur pour ma famille. C'est-à-dire que ma famille qui s'était éloignée un petit peu de tout ça par détresse aussi de leur côté de ne pas pouvoir nous aider, par un manque de mots en fait, Mm. parce que t'as plus de mots, par difficulté à se dire peut-être que ça n'arrivera jamais et on veut pas leur dire. Mm. Mais une joie. Ils m'ont tout. En fait, si tu veux, j'ai découvert combien ils étaient meurtris par ce qu'on vivait une Ouais. fois que j'étais enceinte. Mm. Je n'imaginais pas combien ils étaient meurtris. Ma mère, oui, parce Mm. qu'on parle beaucoup, mais je n'imaginais pas combien ils étaient meurtris par ce qu'on vivait et la joie qu'ils ont ressentie de savoir que c'est bon en fait. Ça y est, Mm. il était accroché, l'embryon était là. Mm. C'est indescriptible. On était prêt à aller au don d'ovocytes, on était prêt à tout ça. Et ça nous a libérés, je pense. Ça nous a Mm. libérés. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a libérée.
je pense que j'ai laissé, même si ça n'a pas tout fait, hein. Il y a la médecine, il y a le contexte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, j'aurais pas pu, en fait, avec le recul aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je me dis clairement que je n'aurais pas pu être maman avant. En fait, je suis la Mm. meilleure des mamans que je suis parce que je l'ai eue à 35 ans. Mm. Je l'ai eu à 35 ans, je l'ai eu tard, c'était pas ce que j'avais prévu. C'était pas si tard que ça, mais pour moi, ça restait tard. C'est vraiment quelque chose qui était ancré en moi quand je voyais des mamans qui avaient mon âge et qui étaient déjà mamans de 2 enfants. Ben, c'était vraiment douloureux pour moi cette histoire d'âge. Mm. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout, enfin, je me sens pas du tout plus vieille qu'une autre. Voilà, aujourd'hui, j'avais fait la paix avec ça quand j'ai abordé cette dernière FIV. Je me Mm. souviens avoir vu une amie à ce moment-là, juste avant en fait, juste avant la ponction, je crois que je l'ai vue, et Mm. qui m'a suivie pendant tout mon parcours. Et elle m'a dit après, elle m'a dit ce jour-là, quand je t'ai vue, j'étais vue t'avais tellement travaillé sur toi, t'étais tellement apaisée Mm. que c'était beau à voir. Et je me suis dit qu'en fait c'était vrai, c'était ça en fait, j'étais au bon endroit au bon moment. Mm. Et la PMA, elle m'a appris ça. Elle m'a appris Mm. qu'en fait, il faut pas aller plus vite. On t'envoie ce qu'il te faut. Bien sûr, tu peux essayer d'avoir. En fait, il faut demander. Il faut demander à avoir. Là Mm. encore aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille et enfin, j'ai enfin trouvé un boulot après des années d'errance. J'ai enfin trouvé un boulot qui me plaît, simplement parce que j'ai fait confiance à l'univers. Grâce à la PMA, j'ai pu apprendre à me connaître. Je me suis découverte en fait. Et ce parcours, même s'il a été dur, mais dur, que j'ai pensé à mettre fin à mes jours, Mm. j'ai mangé au point de m'en rendre malade, il m'a tellement apporté. Mm. Aujourd'hui, je peux pas le renier. C'est grâce à lui aujourd'hui que je suis la femme que je suis aujourd'hui, Mm. que je m'estime, que je me sens valoir, en fait. Mm. C'est comme ça que je pense qu'on ne peut évoluer que par des épreuves de cet ordre-là, quelle que soit hein, la maladie, la perte d'un être cher, le- la PMA, enfin l'infertilité et la difficulté à avoir un enfant. Tout ça, je pense qu'on toutes ces épreuves, je cite ça, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, hein, ça dépend pour chaque personne. Ouais. Tout ça, ça nous fait évoluer, mais bien plus rapidement que s'il nous arrive rien, en fait. Mm. Ça vient déclencher chez nous des mécanismes de défense qui nous permettent, en fait, de ne pas nous laisser tomber. Mm. Ça déclenche chez nous une force. Mais moi, j'ai découvert une force en moi, mais incroyable. J'ai Mm. découvert des ressources que je ne suspectais même pas. Ça m'a appris à me détacher du regard des autres, chose qui était Mm. hyper importante pour moi. Ça m'a appris à découvrir qu'en fait j'avais de l'or dans les mains. Aujourd'hui, je couds et j'ai décidé de me faire mes fringues pour enfin pouvoir être habillée avec des fringues que Mm. j'aime. Mm. Parce que en fait, j'en vaux la peine en fait. Je vaux la peine Mm. d'être habillée et de me sentir bien dans mes fringues et de me sentir belle. Et Mm. en fait, c'est bête, mais on part de la PMA qui m'a fait descendre, d'une maison qui m'a fait remonter, d'une maison qui m'a fait découvrir que j'avais en fait des capacités créatives que je savais avant, mais pas autant, en fait, que j'en avais pas pris conscience. Des Mm. capacités créatives et de l'or dans mes mains pour ensuite, enfin, trouver une solution pour me sentir bien dans mon corps et dans mon cœur aussi, mais Ouais. lapsus. Mm. Mais me sentir bien dans mon corps. Et aujourd'hui, je fais 120 kilos, je crois. Enfin, je me baisse plus, mais je crois que je fais 120 kilos et j'ai jamais été aussi bien dans mon corps, quoi. Mm. Je dis pas que peut-être si je perdais 10 kilos, ce serait plus simple, j'en sais rien, peut-être. Mais là, Mm. aujourd'hui, à l'heure où je suis, la PMA, elle m'a fait devenir une autre femme, quoi. C'est un parcours qui, malgré sa douleur, toutes ces femmes qui passent par là, j'aurais envie de leur dire, en fait, prenez tout ce que ça peut vous apporter. Regardez tout ce que ça peut vous apporter. Parce qu'en Mm. fait, oui, bien sûr, c'est douloureux, mais en fait, il y a plein de choses dans la vie qui sont douloureuses. Mm. Et ce désir d'enfant, il vient remuer chez vous des choses qui vont vous faire grandir, qui vont vous Mm. faire prendre conscience de la femme extraordinaire que vous êtes, en fait. Mm. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on est des vrais, quand on dit oui, on est des warriors, mais c'est vrai, en fait. C'est vrai, on Mm. est des warriors, on est des guerrières. Parce qu'on se laisse jamais abattre. On fait une FIV, elle échoue, on se remet dedans, on refait des traitements. Pour certaines, c'est des traitements qui sont hyper douloureux, des hyperstimulations qui durent sur des mois. Mm. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? Quelques temps plus tard, on s'y remet, on y retourne, et Ouais. on se dit que peut-être que ce sera la bonne.
parce qu'en fait, on a une force intérieure qui est extraordinaire. Et ça permet de la mettre en valeur. Ce parcours, il permet de la mettre en valeur. Et moi, chez moi, ça m'a donné de telles ailes qu'aujourd'hui, ma fille, alors la maternité m'a changé aussi, il n'y a pas que la PMA, mais qui m'a fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Mais ma fille, aujourd'hui, j'ai envie de lui, d'abord, j'ai envie de lui faire part de son parcours et de comment elle est arrivée. J'ai envie de lui transmettre ça, justement. Et là, je peux. Tu vois, ça aurait marché à la première FIV, j'aurais jamais été dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui pour lui transmettre tout ça. J'aurais jamais eu les outils pour lui transmettre ça. Et aujourd'hui, je la regarde et j'essaye de lui transmettre ça, toute proportion gardée par rapport à son âge, mais j'essaye de lui transmettre la force qu'elle a à l'intérieur. Je la regarde faire quelque chose et j'essaye pas de lui dire attention, tu vas tomber. Non, regarde, fais attention, oui, ne te fais pas mal, mais vas-y, avance, t'es forte ma fille, t'es forte, t'as des ressources que tu soupçonnes pas, et moi je suis là pour te montrer que tu les as ces ressources. Et ma fille, je l'aurais eue il y a 5 ans, j'aurais pas été la même femme pour l'accueillir. Bah merci pour tout ça. Merci à toi. Il y a plein de magnifiques messages. C'était un témoignage hyper puissant qui m'a beaucoup émue, qui m'a fait rire, mais qui m'a beaucoup émue en même temps. Et merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Merci à toi, parce que du coup, tu vois, j'en pleure. T'as raison, ça doit être une sorte de thérapie. Ouais, clairement. C'est souvent ce qu'on me dit. Mais tant mieux, ouais, j'espère que ça t'a fait du bien. Et en tout cas, je suis certaine que ça résonnera pour beaucoup de personnes qui vont écouter ce magnifique épisode. Bah, j'espère qu'en tout cas, certaines y retrouveront des beaux messages qui leur donneront de la force pour avancer, parce que je vous jure que il faut y croire en fait. Il faut y croire. Il faut y croire. Bien sûr, on a des moments qui sont durs, mais il faut y croire. Et j'en ai la preuve autour de moi, des personnes qui étaient dans des situations fin de protocole, fin de tout, et qui la dernière chance, et c'est la bonne. Il faut y croire jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on vous dise c'est terminé. Merci beaucoup Agathe, merci beaucoup pour ce magnifique message. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en taguant le compte Serendipity le podcast. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, vous pouvez m'écrire sur mon site www.melanie-esnar.com ou via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préféré. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours.